Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Jacques-Antoine a établi le dossier extraordinaire d'aujourd'hui grâce au récit qu'en a fait le commissaire principal des affaires criminelles de Stuttgart, en Allemagne. Oscar Wilde a dit « Un célibataire est un danger public rien que parce qu'il existe ». La tragicomédie qui va agiter pendant 6 années la petite ville de Saulgau en Allemagne du Sud justifie cette constatation cynique. Des fiançailles vont être rompues, des amitiés brisées, d'honnêtes bourgeois vont s'expatrier, des organisations culturelles se désagréger, une femme va mourir. Chers amis, tout commence en automne 1956, lorsque quantité de lettres tapées à la machine et polycopiées parviennent à des personnes privées, aux tribunaux, aux administrations de la petite ville de Saulgau et même jusqu'au ministre à Stuttgart. Ces lettres, en forme de pamphlets, injuries et calomnies en termes obscènes d'honnêtes gens de la ville. Très vite, le vieil inspecteur Lorenz, malgré son expérience, sa finesse proverbiale et sa psychologie qui lui ont valu la responsabilité de l'enquête, s'aperçoit de l'extraordinaire difficulté qu'il aura à découvrir et surtout à confondre le corbeau, car celui-ci fait preuve d'une grande habileté. Ces lettres partent en rafale, à intervalles irréguliers, venant Dieu sait d'où. L'auteur ne change pas seulement le lieu et l'heure de l'expédition, mais également de machine à écrire. Il s'est même donné la peine de composer une série de lettres avec une boîte d'imprimerie d'enfants, ce qui a dû être extrêmement laborieux. L'inspecteur Lorenz va se donner autant de mal à découvrir le corbeau que celui-ci s'en donnera à lui échapper. La même minutie, la même patience, le même acharnement. Ainsi, Lorenz profite de ses jours de congé pour faire connaissance avec les victimes du corbeau et particulièrement 5 d'entre elles. Ces 5 personnes qui se connaissent et se fréquentent plus ou moins, il est vrai que dans une petite ville comme Saulgau, tout le monde se connaît et se fréquente un peu, semblent particulièrement visées par le corbeau qui les fustige en termes crus pour des agissements sexuels, pervertis, moraux, voire même interdits, et des atteintes graves à l'honnêteté. Passons en revue ces 5 personnages. Le premier personnage est le docteur Schaeffer, 46 ans, protestant et veuf, un homme aux cheveux gris, une forte personnalité de la ville, plein de charme, cultivé, passionnant. Il s'est dirigé vers l'enseignement, mais depuis 2 ans, il fait des études pour entrer dans la magistrature. Il dirige le chœur de l'église protestante, il a créé un cercle mélomane et organise des concerts publics. Il n'ignore pas que plusieurs dames, des chorales ou cercles de musique qui l'animent, ont un penchant pour lui. Mais selon Schaeffer, ça ne tire pas à conséquence car, si ce sont des femmes gays qui aiment à plaisanter, elles sont toutes des chrétiennes sincères. Le deuxième personnage, c'est Mademoiselle Ostermann, 50 ans, organiste de l'église protestante. Elle a un faible pour le docteur Schaeffer, ce qui l'a amené à créer un cercle de musique qui réunit ses autres admiratrices. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est présidente du fan club, en quelque sorte, du docteur Schaeffer. Le troisième personnage, Mademoiselle Sabine, institutrice de l'église catholique, en bons termes avec le docteur Schaeffer et le plus jeune membre du cercle de musique Ostermann. Elle a eu droit à un régime de faveur du corbeau, car en plus des lettres habituelles, elle a trouvé, placardée à sa porte, une affiche portant des obscénités du même style et déclarant qu'elle est une névrosée qu'on devrait conduire dans une clinique de neurologie. Quatrième personnage, Mademoiselle Lily, 39 ans, institutrice, catholique elle aussi. Elle a un bel appartement, possède un piano à queue, bien qu'elle ne soit pas très musicienne.
il faut dire qu'elle espérait se marier avec le docteur Schaeffer. Mais quand apparaissent les premières lettres du Corbeau, Schaeffer et elle ont déjà cessé de se fréquenter et se sont séparés en bons amis. Signalons que le piano à queue de l'institutrice sera souvent cité dans les lettres du Corbeau. Enfin, 5e personnage, mademoiselle Marianne, 46 ans, employée au tribunal de la ville de Ravensbourg, à 50 km de Saulgau. Femme très bonne, qui ne compte que des amis, estimée pour sa piété et sa générosité, elle est membre du chœur de l'église protestante de Ravensbourg et s'occupe activement de la paroisse et des organisations d'aide aux orphelins, aux réfugiés, etc., etc. C'est pendant ses études de droit qu'elle a connu Schaeffer, avec lequel elle aurait eu des relations très étroites. D'ailleurs, elle lui écrit souvent. Elle a connu le cercle de mademoiselle Ostermann pendant un congrès qui groupait les chorales protestantes et catholiques de la région. Particulièrement maltraitée par le Corbeau, elle a engagé un détective privé pour le découvrir ou pour le décourager. Elle refuse de donner les lettres injurieuses à Lorenz, craignant qu'elles soient divulguées à toute la ville. Voilà. Il est difficile de soupçonner aucune de ces personnes à qui les lettres du Corbeau causent un tort considérable. Pourtant, le subtil inspecteur Lorenz n'est pas dupe des apparences. Il sait que chacune de ces personnes peut receler au fond d'elle-même une agressivité très refoulée qui la pousserait à écrire les lettres anonymes. Mais il doit aussi se rendre à l'évidence. Toutes ont apparemment une volonté suffisante pour pouvoir contrôler leurs penchants lorsque ceux-ci sont contraires à leur morale solidement établie. Ensuite, on ne sait pas le mobile qui pourrait pousser chacune d'elles à être le Corbeau. Toutes les raisons qu'imagine Lorenz paraissent bien minces pour pouvoir bousculer leur vertu et bien minces en regard du tort qu'elles se causeraient à elles-mêmes. Fin 1956, Lorenz établit ceci. Premièrement, les lettres ont été tapées sur 5 machines différentes. Deuxièmement, la lettre trouvée placardée à la porte de Sabine ayant été écrite avec un crayon brun à sourcils, le Corbeau est probablement une femme, ce qui exclut le docteur Schaeffer de la liste des suspects. Troisièmement, le papier à lettres et les enveloppes ne fournissent aucun indice, mais les lettres étant postées dans des lieux très éloignés les uns des autres, bien que toujours dans la région, et à des heures très différentes, ils pensent que le Corbeau ne travaille pas à heure fixe ou qu'il a un complice. Quatrièmement, puisque le Corbeau connaît en détail la vie de ses victimes, Lorenz est amené à penser qu'il les fréquente. Cinquièmement, le Corbeau qui emploie des expressions comme « bouc luthérien », cochon d'hérétique et se réfère très souvent à la feuille paroissiale catholique de Saulgau, doit être un catholique fanatique, ce qui exclut Ostermann, la présidente du fan club du docteur Schaeffer, et Marianne, la secrétaire du premier juge à Ravensbourg, qui sont protestantes. Sixièmement, Lorenz pense qu'en accablant les protestants et les catholiques qui participent à la chorale de l'église protestante du docteur Schaeffer, le Corbeau veut faire chasser ce dernier et détruire l'association. Septièmement, le Corbeau fait des fautes d'orthographe, ce qui exclurait les 2 institutrices, à moins bien entendu que ces fautes soient volontaires. Donc, le Corbeau serait à chercher ailleurs que dans ce petit cercle. Alors, Lorenz cherche, et il trouve. Il finit en effet par mettre la main sur une jeune décoratrice d'étalage, ancienne élève de Sabine, qui nie très longtemps et finit par avouer. Oui, c'est elle qui a fabriqué et collé sur la porte de Sabine, son ancienne institutrice, une affiche pleine d'injures. Mais c'est tout. Elle n'a pas écrit les centaines de lettres. Si elle a écrit comme le Corbeau qu'on devrait mettre Sabine dans une clinique neurologique, c'est parce qu'elle pense comme le Corbeau, mais elle n'est pas le Corbeau. Et Lorenz doit constater qu'en effet, la jeune fille n'est pas le Corbeau. Sabine, considérant tout ça comme une méchante plaisanterie d'ancienne élève et comme celle-ci n'a que 16 ans, refuse de porter plainte. Mais l'enquête dure depuis 12 mois, sans résultat. Au mois de juin, les lettres se raréfient, elles s'arrêtent en juillet. L'administration ne peut laisser plus longtemps Lorenz sur cette affaire. De plus, l'enquête a fait grand bruit à Saulgau. On espère que la lassitude et le risque ont réduit le Corbeau au silence. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast européen. Après une accalmie de quelques mois, en 1958, le Corbeau se déchaîne à nouveau. Les principales cibles sont toujours les mêmes personnes, mais cette fois, les accusations sont adressées par centaines aux habitants de Saulgau, aux journalistes, etc. Mentez,
il en restera toujours quelque chose. Plus le mensonge est énorme, plus il a des chances d'être cru. Ces citations bien connues sont malheureusement vérifiées par les victimes du corbeau. Alors le docteur Schaeffer quitte la ville pour s'installer à 400 km de là. Mais le corbeau continue à l'injurier à sa nouvelle adresse. Mademoiselle Ostermann, la présidente du fan club Schaeffer, met fin aux activités de son association mélomane. Résultat, plus de concerts à Saolgao. Personne ne veut plus faire partie de la chorale protestante, tellement calomniée. Marianne, la secrétaire du premier juge de Ravensbourg, ne met plus les pieds à Saolgao, où on la regarde comme une bête lubrique. Quant à Lily et Sabine, les deux institutrices, elles ont bien du mal à supporter les railleries de leurs élèves et l'attitude méfiante des parents à tel point qu'en 1958, Sabine finit par s'adresser à son député qui intervient avec vigueur. Le commissaire principal de Stuttgart délègue un expert international en dactylographie qui va mener une enquête scientifique. Cet expert détermine d'abord que les machines à écrire 1 et 5, c'est-à-dire la première et la dernière, qui ont servi au corbeau, devraient être faciles à découvrir car il s'agit de modèles assez rares rapportés de l'Allemagne de l'Est. Bien que le corbeau ait dû modifier lui-même certains caractères, on constate quand même des analogies caractéristiques pouvant permettre l'identification de chaque machine. En conséquence, l'expert entreprend de vérifier toutes les machines à écrire que peuvent utiliser les parents, les amis, les collègues et même les voisins des 5 victimes du corbeau. Bien entendu, il demande également à chacune des victimes de bien vouloir, pour le principe, se prêter à un test, ce qu'elles font sans protester, sauf Marianne, la secrétaire du premier juge de Ravensbourg. La vertueuse et brave Marianne, il faut bien le comprendre, n'habite pas comme les autres à Saolgao. Aussi, lorsque l'expert se présente au palais de justice pour lui demander de taper devant elle une lettre du corbeau, elle croit qu'on la suspecte particulièrement. Elle pâlit, s'indigne, et comme l'expert insiste, elle finit par faire une crise de nerfs. Le premier juge intervient pour la calmer, et l'expert renonce avant d'avoir obtenu un essai valable. Ensuite, l'expert va visiter tous les magasins et ateliers de réparation de machines à écrire dans un rayon de 50 km pour y contrôler les milliers de fiches établies durant les dernières années. Comme ce travail pénible ne fournit aucun indice, il recueille un exemplaire de toutes les circulaires des administrations locales, du courrier commercial des sociétés, de la correspondance des personnes exerçant une profession libérale qui utilisent une machine à écrire, les écoles, même les menus placardés à la porte des restaurants, les cartes de vin sont recueillis par l'expert qui les compare le soir dans sa chambre d'hôtel avec les lettres du corbeau. Il est à noter, et vous verrez, chers amis, que ce détail est tout de même assez curieux quand on connaît la suite, que tout le monde est particulièrement bien disposé pour aider cet expert. Les gens offrent spontanément leur aide, acceptent volontiers de lui confier des exemplaires de leurs travaux de dactylographie et cessent leur travail pendant le temps nécessaire à l'examen des machines. Hélas, ce travail énorme de plusieurs mois, cette immense bonne volonté, reste sans résultat. L'expert baisse les bras, l'enquête s'arrête. Pourtant, le plus grave est encore à venir. Après une accalmie de quelques mois, en septembre 1962, l'institutrice Lily, à bout de nerfs, téléphone à l'inspecteur Lorenz. Elle vient de recevoir une nouvelle série de lettres dont les obscénités et les accusations dépassent tout ce qu'elle a reçu jusqu'alors. Elle supplie l'inspecteur Lorenz de ne pas la laisser tomber. L'inspecteur Lorenz revient donc à Saolgao en 1962, convaincu que certaines des conclusions de sa première enquête devaient être erronées. Par exemple, ayant fait étudier attentivement les lettres du corbeau par un prêtre catholique, celui-ci a déterminé qu'elles contiennent certaines expressions typiques que les protestants croient utilisées par les catholiques alors que les catholiques ne les utilisent pas. Donc, le corbeau essaierait de faire croire qu'il est catholique alors qu'il serait protestant. Dans ces conditions, Mademoiselle Ostermann, l'ex-présidente de l'ex-fan club du malheureux Dr Schaeffer, et Marianne, la secrétaire du premier juge de Ravensbourg, qui sont protestantes, pourraient être, bien que cela paraisse invraisemblable, le corbeau. Mademoiselle Ostermann étant en vacances, Lorenz se rend à Ravensbourg pour voir Marianne. À tout hasard, il se fait accompagner de l'expert en machine à écrire, et c'est ensemble qu'ils entrent au palais de justice de Ravensbourg. Là, dans la loge du concierge, l'expert, par routine, regarde les murs et voit une notice jaunie tapée à la machine indiquant les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux. Il reste pétrifié et chuchote à l'oreille de l'inspecteur Lorenz.
machine numéro 1. 5 minutes plus tard, Lorenz et l'expert contrôlent toutes les machines du tribunal et découvrent enfin celle qui serait la fameuse machine numéro 1. Elle est là, vieille, noire, fait un bruit de ferraille quand on la frappe et débite les mots, les phrases avec des hoquets. Pendant qu'il procède à des essais comparatifs, Marianne, Sainte Marianne, comme l'appelle l'un de ses collègues, vient voir l'inspecteur Lorenz. « Il paraît que vous avez trouvé une des machines ?»« Peut-être, répond l'inspecteur. Elle revient une demi-heure plus tard. « Alors, c'est la machine ?»« Oui, dit Lorenz, c'est la machine numéro 1. »« Enfin, dit Marianne, enfin. Dire qu'il aura fallu tant d'années et qu'elle était là. Mais c'est incroyable. Qui cela peut-il être ?» Le lendemain, Lorenz fouille les archives du tribunal pour rechercher quels étaient les employés qui utilisaient cette machine en 1955 et 1956. Or, il apparaît que plusieurs femmes, dont Marianne, l'ont utilisée. Alors Lorenz fouille encore et retrouve des textes dactylographiés à l'époque sur cette machine par chacune de ces femmes. Ces précieuses découvertes étant faites, il monte dans le bureau que le premier juge lui a prêté pour les comparer avec les lettres du corbeau datant aussi de cette époque. Chacun, voyez-vous, a une façon de frapper particulière. Plusieurs personnes tapant la même lettre sur la même machine, la frappe de chacune d'entre elles sera pourtant reconnaissable. Surtout sur les machines anciennes où la puissance, la netteté et la rapidité de la frappe conditionnaient totalement l'impression du caractère sur le papier. Or, après avoir vérifié 10 fois, l'expert reconnaît de façon indiscutable la frappe du corbeau chez l'une de ces femmes. Et cette femme, c'est la secrétaire du premier juge, Sainte Marianne. Évidemment, Lorenz l'a fait immédiatement appeler pour lui demander des explications. Il s'attend à une scène épouvantable, mais non, elle entre, se ressaisit très vite et dit « Mais n'importe qui pouvait entrer ici et écrire sur ma machine. » « Oui, mais n'importe qui n'a pas la même frappe que vous. Certes, mais ça doit être tout de même possible, non ?»« Si, c'est possible, mais reconnaissez que ce serait une curieuse coïncidence. Mais si quelqu'un d'autre a imité ma façon de frapper pour qu'on me soupçonne, il n'y a plus de coïncidence, etc., etc. » L'inspecteur Lorenz fait alors appel à sa conscience de chrétienne. Mais Marianne se contente de répéter « Ce n'est pas moi ». Pour inculper définitivement Marianne, ou pour la disculper, il faut donc trouver d'autres preuves et un mobile valable, car en admettant même que Marianne soit un peu folle, il fallait bien qu'elle soit poussée par un mobile quelconque pour avoir pendant 6 ans joué les corbeaux. Lorenz se souvient alors qu'elle lui avait déclaré lors de la première enquête avoir eu avec le docteur Schaeffer des relations très étroites. Il téléphone à Schaeffer. « Chers amis, imaginez cette scène étrange. L'inspecteur a en face de lui Marianne, qui est assise dans un fauteuil, et il a Schaeffer au téléphone. Il demande à celui-ci de lui parler de sa liaison avec Marianne. Schaeffer tombe des nues et paraît consterné. « Vous entendez, mademoiselle ?» Le docteur Schaeffer a l'air très étonné. Il prétend qu'il n'y a jamais rien eu entre vous. « Ah bon? Et pourquoi, alors, venait-il me voir en 1955 ?»« Vous avez entendu, docteur ?»« Oui, bien sûr, oui. J'allais la voir parce que je voulais devenir avocat et je me renseignais auprès d'elle parce qu'elle était versée dans les affaires de justice. C'est tout. »« Parlez-lui donc de la fête Dieu en 1956, demande Marianne. »« Oui, je me souviens, dit Schaeffer, au cours d'un congrès. Elle ne m'a pas quitté d'une semelle. »« Et à Combourg ?»« Oui. J'y faisais un stage, dit Schaeffer. Et elle est venue me relancer, ce qui m'a beaucoup ennuyé. Et les lettres, et les fleurs, et les cadeaux que je lui ai envoyés. »« C'est vrai, dit Schaeffer, mais j'ai dû lui écrire de mettre fin à ce jeu ridicule, sans résultat d'ailleurs. »« Elle vous en envoie toujours, demande Lorenz. »« Oui, répond Schaeffer. »« Je lui ai dit que je l'aimais, dit Marianne. »« C'est vrai, dit Schaeffer, elle me l'a dit. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? » ?»« Il a quand même continué à venir me voir, dit Marianne. »« Moi ? » ?»« Ah si, c'est vrai. J'ai été la voir 2 ou 3 fois. Lorsque j'ai voulu lui faire signer une plainte contre X, contre le corbeau. D'ailleurs, le plus drôle, chaque fois que je l'ai revu, ça a été pour parler du corbeau. Et le corbeau, c'était peut-être elle. L'institutrice Sabine confirme à Lorenz que Schaeffer lui avait demandé conseil en 1957, car il ne savait plus comment se conduire vis-à-vis de Marianne. Sabine lui avait recommandé d'être cassant et de lui défendre sèchement de le submerger de lettres et de cadeaux.
L'institutrice Lily fait parvenir à Lorenz la correspondance qu'elle a eue avec Schaeffer au cours des dernières années. Lorenz constate que Schaeffer se plaint en effet d'être submergé par les attentions de Marianne. Dans une de ses lettres, il écrit que le meilleur service qu'il peut lui rendre, c'est de devenir inaccessible. Pendant que Lorenz cherche à déterminer le mobile, l'expert, lui, cherche des preuves. Et il finit par mettre la main sur la machine numéro 2, sur laquelle les lettres ont été tapées entre septembre 1956 et février 1959. Cette machine se trouvait jusqu'en août 1959 dans le bureau de Marianne, qui semble avoir échangé sans raison valable contre la machine d'une collègue pendant l'absence de celle-ci. Pour identifier formellement cette machine, dont tous les caractères ont été changés, l'expert doit comparer les dossiers tapés avec cette machine entre 56 et 59 avec les lettres du corbeau de la même époque. Pendant ce temps, un policier interroge le frère de Marianne qui habite chez elle et déclare qu'il a brûlé quelques jours plus tôt, à la suite d'un déménagement, une petite imprimerie d'enfants qu'il avait trouvée dans la cave. Lorenz, certain d'avoir démasqué le corbeau, convoque Marianne pour procéder le lendemain à une inculpation officielle. Le lendemain, le procureur annonce par téléphone à l'inspecteur Lorenz que Marianne s'est suicidée au gaz d'éclairage dans son appartement. À côté de son cadavre, il a trouvé une lettre adressée à son frère et 9 feuillets dactylographiés adressés à l'inspecteur Lorenz et qualifiés de complément à mon interrogatoire. Dans ces notes, elle se défend d'être le corbeau. Un neveu de Marianne apprend à l'inspecteur que le frère de Marianne a séjourné dans une clinique psychiatrique. Un docteur qui analyse le comportement de Marianne déclare qu'elle avait une disposition paranoïaque, ce qui expliquerait qu'elle ait pu ressentir à la fois l'amour et la haine vis-à-vis de Schaeffer. Après l'enterrement, l'inspecteur Lorenz se trouve dans une situation bizarre. La population se retourne contre lui qui aurait poussé au suicide cette chrétienne irréprochable. Après 6 ans d'enquête infructueuse, certains pensent que l'inspecteur Lorenz est bien content de pouvoir accuser une morte. Dans ces conditions, le procureur préfère qu'on fasse le moins de publicité possible à cette affaire et les pauvres institutrices Lily et Sabine voient avec une grande amertume qu'on fait maintenant le silence pour sauver l'honneur de Marianne, mais rien pour les réhabiliter, elles, les victimes. D'ailleurs, l'institutrice Lily est très embarrassée car elle a reçu une lettre de Marianne qui lui déclarait son intention de se suicider. Lasse d'être, comme toi, un jouet brisé entre les mains criminelles du corbeau, moi qui n'ai jamais fait de mal à personne, etc. Lily se souvient alors que chaque fois qu'elle avait été invitée par son amie Marianne, en revenant de chez celle-ci, elle était prise de vomissements et elle croyait à une affection d'estomac. Or, lorsque Lily cessa de visiter Marianne, elle n'en souffrit plus jamais. C'est le seul soupçon que formulèrent jamais les victimes du corbeau, peut-être parce qu'elles pratiquaient la charité chrétienne. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.